Camarades des peuples d'Afrique, peuples de l'Iptako Gourma, mes chers frères et sœurs, après le retrait de l'AES de la CEDEAO, sans délai, le capitaine IB est en train de donner les explications détaillées, dans les moindres détails, chers camarades peuples d'Afrique. Vous allez attraper vos têtes aujourd'hui. Écoutez attentivement cette vidéo. Après, vous on va décortiquer. Très rapidement, on est parti. Une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Et je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, Monsieur le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles, qu'avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez perpétré des coups d'État, que vous partez et que vous vous dites, bon, mais puisqu'ils n'acceptent pas, on s'en va. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils? C'est votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment vous expliquez que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent on ne veut plus de civils? Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre cette décision, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sur le silence. La CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, on dit, ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais, Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Jamais. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui
en Afrique. Un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire, il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès les premiers moments de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc, pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on a pris le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit en termes de regarder les économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, le karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Pour vous, l'AES peut se suffire, être un ensemble intégré qui fonctionne normalement? Parfaitement. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde... Voilà, parfaitement. Frère, il me dit que parmi eux là-bas, il y a des pushistes parmi eux là-bas. Il y a des violents pushistes qui paillonnent le peuple, qui assassinent le peuple, qui tuent le peuple. Macky Sall a fait plus de 300 morts. 300 morts en l'espace de 2 semaines. 300 morts. Non, je dirais en 3 jours, 300 morts. Embalo Sissoko a pris en otage l'Assemblée nationale de son pays. Alassane Ouattara, en 2020, a fait plus de 300 morts. Eux, là, ils sont applaudis. Nos patriotes, nos
nos patriotes là, c'est Isabelle Poutier, il vous a raté. Bande de poussis, bande de wawaro, bande de kodjougou. Il dit, c'est une décision mûrement réfléchie. Mûrement réfléchie. Allez là, ils ne sont pas encore sortis de l'UEMOA. Donc, selon les textes de l'UEMOA, écoutez très bien, hein, selon les textes de l'UEMOA, on ne peut pas imposer de cas de séjour sur un État membre de l'UEMOA. C'est prévu par les textes de l'UEMOA. Donc, cela veut dire que quand les gens de Ouattara disent on va mettre cas de séjour, c'est doyi. Ils ne peuvent pas mettre cas de séjour parce que les textes de l'UEMOA leur interdisent. Mais comme c'est des gens qui ne respectent pas les textes, donc on peut s'attendre à tout venant de ces maudits. Mais quand même, ils vont quand même avoir honte de violer comme ça les textes. Ça, c'est une réalité. Hein? Vous comprenez ça? Donc, où ils sont là? Ils sont prêts. Et il dit, on demeure panafricaniste. Donc, moi, j'ai dit, mon cœur bat, parce que si Ouattara met cas de séjour, et ils vont mettre cas de séjour par réciprocité, mais je pense qu'ils ne vont pas mettre cas de séjour par réciprocité. Il le sait. Voilà, il le sait. Et donc là, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Donc, cela veut dire que en réalité, ils sont prêts à tous les niveaux. Et ce que je vous avais dit concernant l'OTAN et puis la CEDEAO là, c'est ça qui est la vérité. En réalité, ils veulent signer un accord qui va permettre à l'OTAN d'intervenir. Voilà. Donc, comme la CEDEAO aussi veut créer une force anti-coup d'État pour venir essayer de les déstabiliser, donc, eux aussi disent, bon, comme c'est comme ça, comme vous voulez vous allier à l'OTAN, nous, on n'est pas dedans. Vos accords, vous voulez faire, nous, on n'est pas dedans. Donc, voilà pourquoi ils se retirent. Voilà la réalité, chers camarades de l'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Bongo président de Côte d'Ivoire 2025. Je n'ai pas encore fini de décortiquer la vidéo. Hein. Je vais revenir avec d'autres passages encore. Je suis en train de faire ça en petits morceaux d'abord. Un peu. Partagez ça d'abord.